J'étais allongée sur ce lit d'hôpital à Bruxelles, encore douloureuse de ma chute dans la cuisine, quand mon neveu Jean-Claude a fait irruption dans la chambre, un dossier à la main, dont je ne me souvenais même pas avoir apporté. Son visage était rouge, ses yeux exorbités, mêlant choc et fureur. Il m'a jeté le document du fonds suisse en hurlant « Tu es millionnaire et tu fais frire des pommes de terre, espèce de vieille inutile, je vais te démasquer et me prendre cette fortune, prétendant que tu es incapable de la gérer. » À cet instant, j'ai senti mon cœur s'emballer, non pas de peur, mais d'une rage froide et ancestrale que j'avais enfouie 40 ans plus tôt. J'ai compris que le secret que j'avais si soigneusement gardé pour me protéger des ravages que l'argent avait causés dans ma famille était désormais révélé. Et j'ai décidé que s'il voulait la guerre, je lui montrerais qui en était vraiment capable. Bonjour à tous. Avant de poursuivre ce récit qui a bouleversé ma vie, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cette histoire parle de secrets, de dignité et de la véritable signification de la richesse. Préparez-vous, car ce que je vais vous révélera que parfois, le plus grand pouvoir réside dans le silence, jusqu'au moment opportun. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous pensez, vous aussi, que le travail honnête vaut plus que n'importe quelle fortune héritée. Je m'appelle Sylvie Bernard, j'ai 65 ans et j'ai passé les 40 dernières années de ma vie à travailler comme cuisinière au Petit Bruxellois, un restaurant réputé du quartier Saint-Gilles à Bruxelles. Je suis née dans une famille aisée, les Bernard, connue dans toute la Belgique pour notre entreprise d'importation de diamants. Mon père, Henri Bernard, est décédé quand j'avais 25 ans, me laissant un important héritage placé dans un fonds d'investissement en Suisse. Mais j'ai vu les ravages que cet argent a causé dans ma famille. Des disputes violentes, des trahisons, des procès interminables. Ma mère est morte amère et seule. Mes frères et sœurs se sont déchirés pour chaque euro. Alors, j'ai pris une décision que tous jugeraient insensée. J'ai gardé l'héritage secret, je n'ai jamais touché à l'argent et j'ai bâti ma vie grâce à mon propre travail. Je suis arrivée à Bruxelles à 26 ans, avec seulement 2 valises et un faux nom provisoire pour échapper à la presse qui harcelait la famille Bernard. J'ai trouvé un emploi au Petit Bruxellois grâce à une connaissance, Marie-Claire, qui cherchait du renfort en cuisine. Le restaurant était petit, avec des murs de briques apparentes et une odeur constante de moules frites et de carbonade flamande. Je suis immédiatement tombée sous le charme de cet endroit authentique et sans prétention. Le propriétaire de l'époque, M. Dubois, m'a embauché sans poser de questions. Je vivais dans un petit appartement de 40 mètres carrés rue de la Victoire. Je montais 4 étages par jour et cela me suffisait. Cette modestie était mon rempart contre le poison qui avait détruit ma famille. Pendant 39 ans, ma routine fut immuable et sacrée. Je me levais à 5 heures du matin, buvais un café noir bien serré et marchais 20 minutes jusqu'au restaurant. J'arrivais à 5h30 pour préparer les bouillons et les pâtes fraîches. Mon travail était essentiel. J'étais responsable des entrées froides, des soupes et des plats principaux les plus laborieux. J'épluchais des kilos de pommes de terre, nettoyais des montagnes de moules et préparais le bouillon qui parfumerait tous les plats du jour. Je travaillais aux côtés de Marcel, le second de cuisine, un homme de 60 ans aux mains énormes et au cœur encore plus grand, et d'Amélie, la jeune apprentie qui m'appelait Tante Sylvie. Je gagnais 2200 € par mois, ce qui couvrait mon loyer, ma nourriture et mes quelques dépenses essentielles. La cuisine du Petit Bruxellois était mon refuge. Le sol en céramique toujours humide, le cliquetis incessant des casseroles, la chaleur étouffante de l'été quand les fours tournaient à plein régime pendant 12 heures d'affilée. J'adorais chaque instant. J'aimais sentir le poids des couteaux dans ma main, l'odeur de l'ail et du beurre, la texture de la pâte à pain qui levait sous mes doigts. J'étais fière de mon travail. Les clients revenaient spécialement pour mon waterzooi de poisson et mon pain d'épices. Personne ne savait qui j'étais vraiment. Pour tous, j'étais simplement Sylvie, la cuisinière discrète et compétente qui ne manquait jamais le travail et ne se plaignait jamais.
Et c'était exactement l'image que j'avais choisi d'avoir. Ma relation avec la famille que j'avais abandonnée était inexistante. J'ai coupé les ponts avec tout le monde après la mort de mon père. Quelques cousins ont essayé de me retrouver au début, mais j'ai complètement disparu de la circulation. Le seul à se manifester occasionnellement était Jean-Claude Moreau, le fils de ma cousine éloignée Isabelle. Il a commencé à me rendre visite il y a environ 3 ans, prétendant vouloir renouer avec la famille. Jean-Claude travaillait dans le conseil financier, toujours vêtu de costumes hors de prix et parlant au téléphone en anglais de opportunités d'investissement. Il me traitait avec un mépris évident, regardant mon modeste appartement comme s'il s'agissait d'un zoo. Je tolérais ces visites parce qu'elles étaient rares et parce que, au fond de moi, je ressentais encore un lien familial. Je ne me rendais pas compte que Jean-Claude m'observait. Chaque question, en apparence anodine, sur comment je gagne ma vie ou si j'ai des économies, était en réalité une enquête. Il était déconcerté de me voir me contenter de si peu. Un jour, il me dit « Tante Sylvie, vous n'avez aucune ambition. Vous ne voulez pas voyager, avoir une voiture, vivre dans un endroit plus agréable ?» Je répondis honnêtement « Jean-Claude, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon travail donne un sens à ma vie, mes collègues sont comme une famille pour moi et je dors paisiblement chaque nuit. Cela vaut bien plus que n'importe quel luxe. » Il rit étrangement et dit « Vous êtes une femme bien particulière, tante. » Je comprends maintenant qu'il m'évaluait, cherchant des signes de sénilité ou de faiblesse qu'il pourrait exploiter plus tard. Les premiers signes de problème sont apparus subtilement. Jean-Claude a commencé à m'appeler plus souvent, me demandant toujours de ma santé, si j'avais quelqu'un pour gérer mes affaires en cas de malheur. Il m'a suggéré de faire un testament en désignant une personne de confiance pour s'occuper de mes biens. J'ai toujours esquivé, disant que je n'avais rien de valeur à léguer. Cela semblait le frustrer profondément. Un jour, j'ai remarqué qu'il avait photographié des documents sur mon bureau pendant que je préparais le café. J'étais sur mes gardes, mais je n'imaginais pas l'étendue de ses intentions. Je conservais tous les documents relatifs au fonds suisse dans un vieux dossier rangé au fond de mon placard, avec des actes de naissance et d'autres vieux papiers. Je n'aurais jamais pensé que cela puisse être découvert. La situation a commencé à s'envenimer à mes 65 ans. Jean-Claude est arrivé avec une bouteille de champagne bon marché et un discours sur la préparation à la retraite. Il insistait pour que j'arrête de travailler, que j'étais trop vieille pour rester debout toute la journée. J'ai catégoriquement refusé. J'ai dit que je prendrais ma retraite quand je le voudrais et non quand quelqu'un me le dirait. J'ai remarqué une nouvelle tension dans son regard, une impatience à peine dissimulée. Il a commencé à faire des remarques sur mon entêtement et sur mon caractère difficile. Marcel, qui avait assisté à l'une de ses visites au restaurant, m'a dit plus tard « Sylvie, ton neveu me donne la chair de poule. Fais attention à lui. » J'aurais dû être plus attentive. J'ai commencé à noter discrètement nos conversations en consignant les dates et les sujets dans un carnet que je gardais dans le tiroir de la cuisine du restaurant. La situation s'est envenimée lorsque Jean-Claude a appris que le restaurant était à vendre. Monsieur Dubois était décédé et ses enfants souhaitaient céder l'affaire. Jean-Claude est venu me dire que je devais accepter la réalité et chercher un autre emploi ou prendre ma retraite. Il m'a dit « À votre âge, madame, vous n'êtes plus en mesure de rivaliser sur le marché du travail. Il est temps d'accepter de l'aide. » Il m'a proposé de gérer mes finances si j'avais des économies. La pression était constante. Il a commencé à insinuer auprès de membres éloignés de la famille que je perdais la tête, que je vivais dans la précarité parce que je n'étais plus capable de prendre les bonnes décisions. Je sentais les taux se resserrer, mais j'ai tenu bon. J'ai continué à travailler, à économiser le moindre sou, et j'ai commencé à rassembler tous les documents qui prouvaient ma pleine santé mentale et mes capacités. C'était un après-midi d'octobre, à 3 heures, quand tout a basculé. Je préparais une grande fournée de pain quand soudain, j'ai eu un vertige. Ma tension avait chuté brutalement à cause d'une déshydratation dont je n'avais pas conscience. J'ai perdu l'équilibre et suis tombée, me cognant la tête contre le coin du plan de travail en inox. Marcel m'a trouvé en sang sur le sol de la cuisine. L'ambulance m'a emmené à l'hôpital Saint-Pierre
j'ai été admise en observation pendant 24 heures. Dans la confusion de la chute et du transport, j'ai emporté avec moi la mallette où je rangeais mes documents importants, notamment le formulaire fiscal suisse que j'avais récupéré quelques jours auparavant pour justifier une adresse. Je ne me souvenais même plus qu'elle était là. Jean-Claude se présenta à l'hôpital le lendemain matin. Il dit avoir été prévenu par un cousin éloigné. Il resta à mes côtés pendant les examens, l'air inquiet et attentif. Lorsque je partis pour une IRM, il resta seul dans la chambre. C'est alors qu'il découvrit le dossier. À mon retour, je remarquai immédiatement que quelque chose avait changé. Ses yeux brillaient d'une convoitise qu'il ne pouvait plus dissimuler. Il attendit que les médecins partent, puis ferma la porte. Sa voix tremblait lorsqu'il prit la parole. Il tenait le document du Crédit Suisse à deux mains, comme s'il s'agissait d'un billet de loterie gagnant. « Expliquez-moi ça, tante Sylvie », dit-il d'une voix calme mais venimeuse. « Expliquez-moi comment une cuisinière qui gagne 2000 € par mois peut avoir un fonds d'investissement en Suisse d'une valeur de plus de 8 millions d'euros. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. 40 ans de secrets réduits à néant en séguissant une seconde. J'ai essayé de parler, mais il m'en a empêché. Vous avez menti à tout le monde. Vous viviez comme une pauvre, alors que vous aviez une fortune. C'est de la folie, Sylvie. Vous avez besoin d'aide. Et puis vint la phrase qui changea tout. Il se pencha au-dessus de mon lit d'hôpital et avec un sourire cruel me dit « Tu es millionnaire et tu fais frire des pommes de terre. Vieille bonne à rien, je vais te démasquer et m'emparer de ta fortune en prétextant que tu es incapable de... » À elle à gérer. Il poursuivit « Je vais prouver que tu es sénile, incapable de prendre des décisions financières. Je vais demander ta mise sous tutelle. Tu passeras le reste de ta vie en institution pendant que je gérerai ce qui te revient de droit. » À cet instant, en regardant cet homme qui incarnait tout ce que j'avais fui, j'ai eu un éclair de lucidité. La peur de devenir comme ma famille s'est évanouie, parce que je n'étais pas comme eux. J'avais protégé cette fortune par mon absence, et maintenant j'allais la protéger par ma présence. Le lendemain, toujours à l'hôpital, j'ai passé 3 coups de fil qui ont tout changé. Premier appel, j'ai appelé le bureau du Crédit Suisse à Genève, et pour la première fois en 40 ans, je me suis formellement identifiée comme Sylvie Marie Bernard, unique héritière du fonds créé par Henri Bernard en 1975. J'ai confirmé tous les codes de sécurité, répondu à toutes les questions et réactivé mon accès complet au compte. Le directeur a failli s'évanouir quand je lui ai expliqué que je n'avais jamais effectué le moindre retrait. Deuxième appel, j'ai contacté maître Sophie Vandenberg, avocate spécialisée en droit de la famille et des successions dont j'avais entendu parler dans un magazine. Je lui ai exposé toute la situation. Elle a accepté de me représenter immédiatement. Troisième appel, j'ai appelé le fils de M. Dubois et lui ai fait une offre d'achat au comptant pour le petit bruxellois. Virement bancaire le jour même. Le restaurant était à moi. À ma sortie de l'hôpital, Jean-Claude m'attendait avec un avocat. Ils ont tenté de me remettre une assignation en justice. J'ai souri et dit « Vous pouvez la donner à mon avocat, maître Vandenberg. Elle s'occupera de tout. » Son air surpris était un vrai régal. Le lendemain, j'ai pris ma deuxième décision. J'ai découvert que Marcel, mon cher collègue de cuisine, luttait contre un cancer du pancréas sans assurance maladie adéquate. Il vendait tous ses biens pour financer son traitement. Je suis allée à l'hôpital où il était hospitalisé et j'ai réglé l'intégralité de ses frais médicaux, y compris l'opération, la chimiothérapie et 1 an de suivi. 15 000 € ont été virés directement à l'hôpital. Marcel a pleuré quand je le lui ai annoncé. Il m'a demandé « Sylvie, où as-tu trouvé cet argent ?» J'ai répondu « D'un endroit que je gardais précieusement depuis 40 ans, attendant le bon moment pour l'utiliser. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La cuisinière secrète est millionnaire. L'héritière travaille dans un restaurant réputé depuis des décennies. Une femme cache sa fortune et vit modestement. Jean-Claude se servit des médias à son avantage, donnant des interviews où il me décrivait comme une excentrique manifestement incapable de gérer un patrimoine. Il porta plainte, arguant que ma conduite prouvait un trouble mental grave et qu'il devait être nommé tuteur en tant que plus proche
par an. Les médias se délectèrent de la polémique. Je reçus des centaines de messages, certains de soutien, d'autres me traitant de folle ou d'impostrice. Mais j'étais sereine, car pour la première fois en 40 ans, j'étais pleinement moi-même, une femme qui avait choisi la dignité plutôt que l'argent et qui allait désormais utiliser cet argent pour prouver que dignité et richesse pouvaient coexister. L'affaire de Jean-Claude reposait sur 3 arguments. Premièrement, que mon travail de cuisinier, malgré ma fortune colossale, était une preuve d'incapacité mentale. Deuxièmement, que mon refus d'utiliser l'héritage pendant 40 ans constituait une négligence grave. Troisièmement, que j'avais trompé la société en menant une vie modeste malgré ma richesse. Maître Vandenberg a méticuleusement préparé notre défense. Elle a rassemblé 40 années de dossiers médicaux attestant de ma parfaite santé mentale, des témoignages de collègues et de voisins concernant ma compétence et ma lucidité, et surtout les relevés du Crédit Suisse qui révélaient un fait extraordinaire. Sous ma gestion passive, le fonds était passé de 3 millions à plus de 8 millions d'euros. Masking, négligence, s'était en réalité avéré être la stratégie la plus judicieuse. L'audience au tribunal de première instance de Bruxelles eut lieu par un froid matin de janvier. La salle était bondée de journalistes et de curieux. Jean-Claude arriva accompagné de 3 avocats et d'une pile de preuves de ma prétendue folie. J'arrivais avec Maître Vandenberg, vêtu de mon tablier de restaurant impeccable par-dessus une robe simple. C'était un choix délibéré. Je voulais que tout le monde voie qui j'étais. Le juge, M. Laurent Beaumont, un homme aux cheveux gris et au regard perçant, fit signe de rétablir l'ordre. Jean-Claude commença par présenter ses arguments, montrant des photos de mon modeste appartement, des reçus de mes maigres salaires, et répétant qu'aucune personne, saine d'esprit, ne travaillerait en cuisine avec des millions à la banque. C'était à mon tour de parler. Maître Vandenberg me fit signe. Je me levai lentement, ajustai mon tablier et regardai Jean-Claude droit dans les yeux avant de me tourner vers le juge. Ma voix était ferme et claire. « Monsieur le juge, je m'appelle Sylvie Marie Bernard. J'ai 65 ans. Je suis cuisinière professionnelle depuis 39 ans et je suis l'héritière d'une fortune que j'ai préservée du désastre. Qu'elle a causé dans ma famille. » Je marquai une pause, sentant les larmes me monter aux yeux, mais je les retins. J'ai passé ma vie à cuisiner, non par besoin d'argent, mais par besoin de dignité et de travail honnête. L'argent que mon père m'a laissé m'aurait détruite, comme il les a tous détruits. J'ai poursuivi, fixant désormais Jean-Claude droit dans les yeux. J'ai vu ma mère mourir seule, car ses propres enfants se disputaient l'héritage avant même qu'elle ne ferme les yeux. J'ai vu mes frères se poursuivre en justice jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien. J'ai vu des cousins s'entretuer pour des actions et des biens. Alors j'ai fait un choix. J'ai gardé le secret, j'ai vécu dignement et j'ai laissé le temps prouver que j'étais la seule dans cette famille à posséder une véritable sagesse. Ma voix s'est faite plus forte. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais héritière, car ma vraie valeur réside entre mes mains, pas à la banque. Tu m'as traité d'inutile, Jean-Claude, mais je suis la seule à avoir préservé cette fortune intacte pendant 40 ans. Pendant que vous dépensiez, vous vous battiez et vous détruisiez, je construisais. Maître Vandenberg présenta ensuite les documents du Crédit Suisse. L'expert financier expliqua au tribunal « Madame Bernard n'a jamais effectué le moindre retrait, la moindre transaction, ni la moindre intervention sur le fonds. Cette négligence, alléguée par le requérant, a permis au placement à long terme d'arriver parfaitement à maturité. Les actifs ont plus que doublé grâce à cette gestion passive. Paradoxalement, elle était la meilleure gestionnaire possible en ne touchant pas à l'argent. Le juge analysa les documents avec une attention croissante. Jean-Claude tenta de plaider la chance et non la compétence. Mais l'expert rétorqua « La plus grande compétence financière consiste souvent à savoir s'abstenir. » Le juge frappa son marteau avec force. « La demande de tutelle est rejetée, madame. Bernard a fait preuve non seulement de pleine capacité mentale, mais aussi d'une sagesse extraordinaire. Son choix de vivre modestement tout en préservant son patrimoine témoigne d'une santé mentale supérieure et non d'une déficience. De plus,
Ces actions récentes, l'achat du restaurant et le paiement des soins médicaux d'un collègue, démontrent une gestion responsable et bienveillante de ses ressources. Monsieur Moreau, votre demande est sans fondement. Affaire classée. Jean-Claude, rouge, de colère, hurla que c'était une injustice. Le juge l'avertit. Un mot de plus, et vous serez accusé de diffamation et de harcèlement envers un membre vulnérable de la famille. Sortez. Ce fut la plus douce victoire de ma vie. Dans les mois qui suivirent, je réorganisai complètement ma vie. Je conservai la propriété du petit bruxellois, mais embauchai un gérant compétent. J'assurai à Marcel et Amélie un emploi à vie, avec des salaires décents et une couverture sociale complète. J'installai une école de cuisine à l'étage du restaurant pour former des jeunes en difficulté. J'achetai un bel appartement confortable avenue Louise, sans extravagance. 2 chambres, beaucoup de lumière, une cuisine spacieuse où je pouvais cuisiner par plaisir. J'utilisais une partie de l'héritage pour créer un fonds de microcrédit destiné aux femmes entrepreneuses bruxelloises, notamment les immigrés souhaitant lancer leur propre entreprise alimentaire. L'argent que mon père m'avait laissé et qui avait failli me ruiner servait désormais à construire des vies. J'ai également créé la Fondation Sylvie Bernard pour la dignité du travail, une association qui propose des formations professionnelles, un soutien psychologique et des microcrédits aux personnes en reconversion ou se remettant d'une crise. Je me suis concentrée sur les femmes de plus de 50 ans qui avaient besoin de se reconstruire. En 2 ans, nous avons aidé 123 femmes à créer leur propre entreprise ou à trouver un emploi décent. Chaque réussite m'a rappelé pourquoi j'avais gardé ce secret si longtemps. L'argent, bien utilisé, est un outil de libération. Mal utilisé, comme le souhaitait Jean-Claude, il est une prison. Aujourd'hui, à 70 ans, je mène une vie équilibrée entre travail, sens et confort. Je cuisine encore 3 fois par semaine au petit bruxellois, non par obligation, mais par pur plaisir. J'organise des dîners caritatifs où je prépare des repas complets et l'intégralité des fonds, récoltés et reversés à la Fondation. Je voyage de temps à autre. J'ai visité la Suisse pour la première fois en 45 ans et j'ai fait la paix avec mon passé. J'ai de vrais amis, une routine qui a du sens et la conscience tranquille. Jean-Claude a tenté de me poursuivre à nouveau pour diffamation, mais sa plainte a été rejetée. Il a disparu de ma vie et j'ai appris qu'il a de graves problèmes financiers. Je n'y trouve aucune satisfaction, seulement de la tristesse face au gâchis que représente l'avidité. Mes chers amis, si vous cachez votre véritable nature par crainte du jugement d'autrui, sachez que la seule approbation qui compte est celle que vous vous accordez à vous-même. J'ai gardé un secret pendant 40 ans, non par honte, mais par souci de protection. Lorsque le moment fut venu de le révéler, j'étais absolument certain de qui j'étais et de ce que je représentais. Le travail honnête m'a procuré cette certitude. L'humilité m'a donné cette force. L'argent n'est qu'un outil. Il ne définit ni votre valeur, ni votre caractère. Utilisez-le avec sagesse. Utilisez-le à bon escient, mais ne le laissez jamais remplacer la dignité du travail et la paix intérieure. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le liker, à le partager avec ceux qui ont besoin d'entendre que richesse et humilité peuvent coexister. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui compte le plus pour vous, l'argent ou la dignité? Ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous, vous donnant la sagesse et le courage de vivre en accord avec vos véritables valeurs.